On a des cas parfois d'agents qui nous contactent et qui nous disent tout à fait honnêtement, je viens de me planter 3 fois de suite. Effectivement, un recrutement raté, ça coûte vite 10, 20, 30 000 euros. Et il y a pas mal de retours dans pas mal de domaines d'ailleurs, sur cette difficulté d'employer les jeunes générations aujourd'hui. Pour moi, les principaux responsables sont les écoles. Ils survendent surtout des salaires à la sortie. Il faudrait faire des entretiens de départ comme on fait des entretiens d'embauche. Il faudrait presque licencier la totalité de ses collaborateurs et les rembaucher le jour même avec une autre définition de poste, tu vois. Alors oui, l'agent qui a une vraie marque employeur au niveau local, il peut très bien recruter sans même publier d'offre d'emploi. Et sans faire appel à un cabinet de recrutement, c'est tout secteur confondu. Tu as quasiment 40% des salariés qui prennent un poste qui ne sont plus en poste à l'issue des 12 premiers mois. Une question, je ne sais pas si tu vas répondre à cette question-là. Combien vaut un collaborateur aujourd'hui ? Avant de commencer cet épisode, on voulait vous dire un mot rapide. Déjà, merci. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre et à regarder ces conversations. Si ce qu'on vous propose vous plaît, prenez 10 secondes. Abonnez-vous, likez, laissez un commentaire. C'est rapide pour vous et c'est très important pour nous. Et surtout, ça nous permet de continuer à faire grandir cette chaîne. Alors, on vous laisse avec cet échange en espérant qu'il vous aide à mieux comprendre le futur de l'agence. Bonne écoute! Bonjour, aujourd'hui on va parler d'un sujet clé qui intéresse les entrepreneurs, tous les entrepreneurs, mais là on sera un peu plus ciblé sur les agents, mais je crois que c'est un sujet d'époque, le recrutement. Et c'est vrai qu'on est dans une époque, et il faut être clair, ça va pas être ou même on peut parler au présent, c'est pas les produits, les process ou même une belle agence qui va faire la différence aujourd'hui, mais je crois que c'est vraiment l'humain. Et le recrutement est la clé, l'humain est la clé, et en même temps, c'est de plus en plus difficile de recruter. C'est vraiment des sujets compliqués aujourd'hui, donc on abordera ça aujourd'hui. Et puis il y a ce sujet aussi de l'impact de l'IA. C'est quelque chose de fort sur l'emploi, sur le recrutement, l'attractivité, où on peut se poser cette question. Enfin, il y a une question simple, c'est est-ce que l'IA va détruire massivement des emplois, comme on commence à le voir aux États-Unis, avec quelques milliers d'emplois dans des grandes entreprises. Donc voilà, c'est pas simple. En tout cas, l'IA, je pense que va transformer notre manière de travailler, ça c'est sûr. Va transformer notre rapport au travail, va transformer aussi peut-être la manière de recruter, peut-être la manière de... Commencé, ça a déjà commencé, ouais, complètement. Et puis, voilà, on va parler de tout ça. Et pour parler recrutement, pour parler attractivité, pour parler emploi, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Lionel Philippe, donc ex-agent, tu te présenteras tout à l'heure, mais oui. Ex-agent AXA, et puis cofondateur aujourd'hui de Relais Assure, le spécialiste du recrutement dans l'assurance. Et avec toi, on va comprendre, ou on va essayer de répondre à cette question, comment recruter en 2026, en 2027 et même en 2030, tu vois, dans le futur. Puis moi, j'aime bien creuser, c'est ça aussi, cette chaîne, le futur de l'agence, c'est aller creuser, c'est essayer de comprendre en profondeur comment on recrute aujourd'hui, quel profil il faut recruter, et puis comment être attractif pour une agence, pour un employeur. On va parler de marque employeur, comment être attractif, comment attirer les talents, et pour un métier qui n'est pas forcément un métier attractif au départ, donc un secteur qui n'est pas forcément attractif. Et moi, je le vois souvent dans toutes les conversations que je peux avoir avec les collaborateurs. Souvent, on vient dans l'assurance par hasard. C'est souvent le mot qui arrive, et c'est souvent pas une vocation de tout petit, tu vois. Et justement, comment rendre ce métier plus attractif. Donc ça, c'est intéressant aujourd'hui. Donc voilà, donc on va essayer de creuser tout ça sans filtre. Je sais qu'avec toi, il n'y aura pas de filtre, donc ça, c'est compliqué. Bien. Ouais, ça, c'est bien. Bonjour Lionel. Bonjour Charles, voilà, merci de nous recevoir, c'est un grand avec plaisir. Ouais, avec plaisir, on se connaît déjà un peu quand même. Donc on a préparé pas mal cette émission. Je vais te laisser te présenter rapidement, et puis après on va arriver sur le cœur de notre sujet, comment recruter en 2026. Donc Lionel Philippe, Relais Assure, cofondateur avec mon épouse Véronique et associée. Avant Relais Assure, nous avons été agents généraux AXA pendant 5 ans. C'est la raison pour laquelle nous avons aussi créé Relais Assure, qui est donc à la base un cabinet de recrutement très spécialisé, puisqu'à l'origine, il y a 8 ans, j'aime bien quand je dis à l'origine, il y a 8 ans, nous ne recrutions que pour des agents généraux. AXA, au début, puisqu'on faisait partie de la famille AXA, et puis petit à petit, on a été amené à recruter pour des agents généraux d'autres demandantes, et puis petit à petit pour des courtiers. Et aujourd'hui, notre marché s'équilibre. On a un petit peu plus de courtiers que d'agents, mais on reste vraiment des spécialistes dans notre jargon du recrutement pour les réseaux de distribution, les réseaux de proximité. On recrute essentiellement pour ceux qui sont au contact des assurés. Voilà. Okay. Donc Relais Assure, on est dans notre 8e année. On a à notre actif un peu plus de 1500 recrutements sur 8 ans. Donc au cœur du sujet. Absolument, puisque c'est notre quotidien. On ne fait que ça. D'accord, génial.
Alors, on va se poser cette question, comment recruter en 2026, hein? Comment recruter, comment attirer les talents? Est-ce qu'on est encore sur des méthodes classiques? Alors, on est d'une génération, nous, on cherchait un emploi sur les pages saumon du Figaro. Alors, moi, je me souviens quand j'ai commencé à la fin de mes études en 1992-93, j'avais profité de mon service militaire pour trouver un emploi. À l'époque, c'était compliqué, même quand on sortait de grandes écoles, il fallait aller chercher son travail. On était quand même en crise. Ça a complètement évolué aujourd'hui. Ça a évolué depuis quelques années. Heureusement, c'est un petit peu moins compliqué de trouver un emploi. Mais les méthodes ont complètement évolué. Alors, par rapport à il y a 30 ans, c'est le jour et la nuit. Enfin, j'ai du mal à me souvenir comment ça se passait à l'époque, d'ailleurs. Ça a complètement évolué par rapport à il y a 20 ans, par rapport à il y a 10 ans, par rapport à il y a 5 ans. On ne recrute déjà plus aujourd'hui en 2025-2026 comme on recrutait avant 2020 et on ne recrute plus en 2026, on ne recrutera plus en 2027 comme on recrute en 2024-2025. Ouais. Enfin, On sent qu'il y a une accélération quand même de la mutation en tout cas. Le secteur du recrutement, pour être en plein dedans depuis 8 ans, on a l'impression d'y être depuis 20 ans tellement ça a évolué rapidement. On va beaucoup parler d'IA, on va parler d'IA. Nous, on voit l'impact de l'IA sur notre métier depuis 2 ans, parce qu'on l'a intégré suffisamment tôt par rapport à d'autres, d'ailleurs. Et on voit le temps que ça nous fait gagner, et on voit ce que l'on gagne en termes d'efficacité. Efficacité, ça veut dire ressources humaines aussi, quelque part. Donc aujourd'hui, on est en capacité, nous, en tant que cabinet, de se passer d'un poste ou deux de sourceur parce qu'on utilise l'IA. Alors, le recrutement, est-ce que pour un employeur, il faut externaliser son recrutement? Et quels sont les avantages, tu vois, ou est-ce qu'il faut internaliser? Est-ce qu'il faut faire son recrutement soi-même avec tous les biais cognitifs qu'il peut y avoir dans le recrutement? Recruter, c'est un métier. Je vais reprendre la phrase d'un de mes très bons amis, Jérémy, boostezvotreagence.com, qui fait de la com digitale pour les assureurs, qui dit souvent, vous êtes assureur, pas community manager. Moi, je pourrais dire, vous êtes assureur, pas recruteur. Recruter, c'est un véritable métier. Certains vont le faire très bien parce qu'ils vont avoir de l'appétence pour ça. D'autres vont s'obliger à le faire parce qu'ils n'ont pas envie de passer par un cabinet de recrutement ou parce qu'ils ne connaissent pas la valeur ajoutée de passer par un cabinet de recrutement. Je dirais que c'est un choix. C'est un choix de l'entrepreneur de missionner un cabinet de recrutement ou pas. Il ne faut pas que ce soit forcé suite à de nombreuses erreurs de recrutement. On a des cas parfois d'agents qui nous contactent et qui nous disent tout à fait honnêtement, je viens de me planter 3 fois de suite. Je viens de 3 erreurs de casting, 3 échecs absolus, où j'ai recruté un collaborateur qui est parti au bout de 2-3-4 mois, que j'ai fait partir au bout de 2-3-4 mois. C'est souvent, on a le sentiment que c'est un passage forcé de venir vers nous. Je me suis planté 3 fois, donc cette fois, je vais faire l'effort de payer pour passer par un cabinet. Le mieux, c'est que ce soit un choix, alors stratégique, le mot est peut-être un petit peu fort, mais il faut que ce soit un véritable choix du chef d'entreprise que de missionner un cabinet de recrutement. Il faut qu'il ait pris conscience que ce n'était pas son métier, qu'il n'avait pas les compétences pour faire ça, et que dans un souci de gain de temps, parce qu'un cabinet de recrutement est beaucoup là pour faire gagner du temps, beaucoup de temps, et puis aussi pour limiter le risque d'erreur de casting, parce que ce qui coûte cher dans un recrutement, c'est de se tromper, ce ne sont pas les honoraires du cabinet. Donc quand c'est un véritable choix du chef d'entreprise, ça se passe beaucoup mieux pour tout le monde, et c'est vérifié. Oui, parce que c'est un coût, hein, alors ça avait été évalué, mais on peut faire l'économie. Non, je ne parle pas du coût du cabinet, mais on peut faire l'économie de se dire, voilà, ça coûte cher, je vais faire cette économie, je vais le faire moi-même. Je vais passer 2-3 annonces où je vais aller voir sur LinkedIn un peu ce qui se passe. Et puis derrière, on se plante. Et puis derrière, on doit recruter. Et puis derrière, ça fait aussi du tangage dans l'agence. Et c'est un coût derrière. C'est un véritable coût. Il y a le coût direct. Le coût direct, ce sont les salaires chargés que l'on va payer aux salariés qui va peut-être partir au bout de 2, 3, 4, 5, 6 mois. Le pire étant quand il s'en va au bout de 6 mois. À la limite, quand il s'en va relativement tôt en début de période d'essai, l'impact financier il est relativement neutre. L'impact humain est plus neutre aussi. Ce qu'on mesure moins sont les coûts indirects, c'est l'impact sur la clientèle et l'impact sur le reste de l'équipe surtout. Les agents généraux sont des petites structures. Le plus souvent, il y a à peine 3 salariés en moyenne par agence. Quand on recrute un nouveau collaborateur, c'est entre 20, 30, 40% d'effectifs qu'on recrute. Quand ça se passe mal, il y a un sacré impact sur l'équipe. Donc, quand on additionne ces coûts directs et indirects, il y a des études qui ont été faites et effectivement, un recrutement raté, ça coûte vite 10, 20, 30 000 euros quand on additionne tout.
Donc l'enjeu par rapport au coût, aux honoraires d'un cabinet de recrutement, ça permet tout de suite Ouais, de c'est relativiser un petit peu quand même. Et puis je le vois, moi je l'ai souvent vu auprès de chefs d'entreprise. Alors on a tous ces biais cognitifs qui sont, on va mettre de l'émotion dans un recrutement, là où il faudrait peut-être pas en mettre. Il y a des questions qu'on va plus poser parce qu'on se dit ça y est, c'est la bonne, et au bout de 5 minutes, on veut surtout pas lâcher l'affaire. Alors qu'il faudrait creuser parfois. Il faudrait appeler peut-être l'ex-employeur. Enfin voilà, il y a des choses qu'il faudrait peut-être creuser. Et c'est ça en fait qu'un cabinet peut aller chercher. Oui, alors là, tu as dit 2 points qui Ouais. sont très importants. Il y a des questions que l'on ne pose plus, et il y a surtout des questions que l'on n'a pas le droit de poser. Oui, en plus. Et ça, beaucoup ne le savent pas. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a quand même des questions, on n'a pas le droit de poser des questions sur la vie personnelle du candidat. On a parfois des cas où on a des retours de candidats qui nous disent « mais votre client, il pose des questions un petit peu intrusives quand même, sur ma vie personnelle, sur mon souhait d'avoir des enfants, sur ma religion, sur comment je la pratique ». Donc, des choses toutes bêtes, ce que je dis, mais beaucoup, en fait, ne sont pas au courant de cette réglementation. Et puis, il y a également d'autres questions qui devraient être posées et qui ne le sont pas parce que recruter, c'est un métier. Alors, comment on recrute aujourd'hui? Quelle méthode? Alors, les petites annonces journaux, je pense que ça n'existe plus quand même. Dans les quotidiens régionaux, un petit peu, mais ça Un petit devient... peu encore. Après, ça fonctionne encore au niveau local, Ouais. dans la Ok. province profonde, sans que Ouais. ce soit péjoratif, parce que tu sais d'où je viens. Oui, oui. Donc, ça fonctionne encore. Il y a encore D'accord. des journaux qui publient des offres locales, et quand on cherche à recruter un profil implanté localement, ça peut fonctionner. Alors, comment on recrute pour une agence? Alors, sans parler de cabinet, quelles sont un peu les voies de recrutement? Il y a des plateformes, il y a des plateformes qui existent, et puis il y a les réseaux sociaux. Il y a Alors, la Je pense cooptation, il y a qu'aujourd'hui, plein de choses. je parle régulièrement du marché caché du recrutement. Marché caché du recrutement, c'est le recrutement qu'on ne voit pas. C'est-à-dire c'est l'agent qui va recruter et qui va trouver son futur collaborateur sans même publier d'offre d'emploi. C'est-à-dire qu'il va trouver son collaborateur dans son propre réseau, par le bouche à oreille. Alors c'est encore plus vrai quand on est très très bien implanté au niveau local. On peut faire le lien avec la marque employeur. C'est-à-dire que l'agent qui a une vraie marque employeur au niveau local, il peut très bien recruter sans même publier d'offre d'emploi et sans faire appel à un cabinet de recrutement. Donc on a un peu de mal à l'estimer. Moi, je l'estime à au moins 1/3 du volume des recrutements chez les agents généraux. Ce sont des recrutements qu'on ne voit pas. Alors après, j'ai pas de stats sur comment ça se passe, si les candidats sont meilleurs quand ils sont issus de ce bouche à oreille ou pas, mais dans tous les cas, je pense qu'il y a 1/3 des recrutements qu'on ne voit pas. Donc ça, c'est la première partie. Et puis après, classiquement, on recrute de nouveau, mais ce sont des cycles en publiant des offres d'emploi. Alors après, c'est toujours pareil. Publier une offre d'emploi, c'est devenu un métier aujourd'hui. Publier une offre d'emploi sur Indeed ou sur LinkedIn sans sponsoriser, sans mettre de budget, on aura toujours des candidats qui postuleront, mais on ne verra jamais ceux qui auraient pu postuler. Aujourd'hui, il y a une ingénierie de la publication des offres d'emploi pour essayer d'attirer les meilleurs candidats. Donc voilà, il y a le recrutement par réseau, le recrutement à travers des offres, publication d'offres d'emploi, puis le recrutement à travers alors soit l'accès à des CVTech en ligne, et on peut très bien y accéder en payant quand on est l'employeur qui recrute et qui ne veut pas passer par un cabinet. Et puis les cabinets de recrutement ont accès à leur propre CVTech, au CVTech en ligne. Et puis certains vont aller sourcer, chasser. On peut mettre le curseur, le faire bouger. Voilà. Nous, on ne chasse pas, par exemple. On source beaucoup. Parfois, la limite est ténue. Voilà. Donc, Vous chassez pas, vous. C'est plus, on chasse pas moins aujourd'hui. proprement. Sur ces profils-là, on chasse moins aujourd'hui. C'est moins. Alors peut-être parce que je c'est vais te dire un truc. parce que c'est local. Ils mais... le font très bien sans nous, Oui. les agents. Ah oui. C'est-à-dire qu'on l'entend régulièrement. C'est-à-dire qu'un agent A implanté dans telle ville va aller chasser chez l'agent B. Nous, on ne le fait pas. Chasser, dans le jargon des recruteurs, c'est aller avoir une démarche active de contact d'un candidat qui est en poste, mais qui n'est pas en recherche. C'est-à-dire qu'on va le contacter en lui disant « j'ai quelque chose de mieux que ce que tu fais aujourd'hui pour toi ». Le mieux étant le plus souvent mieux payé. Donc, on n'est pas fan du système, parce que déjà, déshabiller Paul pour habiller Jacques, c'est pas notre vocation. Et qu'en plus, ça a pour conséquence d'augmenter ça contribue à une hausse des salaires un peu plus artificielle, Alors, on on va parlera dire. des salaires tout à l'heure, mais ouais. Oui, parce que alors ça peut être aussi d'identifier, je sais pas, des professionnels. Alors ça se fait moins peut-être dans les agences que dans d'autres secteurs d'activité. Identifier le bon conseiller ou la bonne conseillère d'une agence et de se dire, voilà, on va l'approcher pour essayer. Alors, de la nous, capter, en tant mais que bon. cabinet, Ouais. nous ne le faisons Ouais. pas du tout. En revanche, nous savons que certains agents le font. On a même eu des retours de candidats qui se font approcher lors de réunions intercollaborateurs où le collaborateur d'un agent qui recrute
est missionné pour essayer D'accord. d'identifier Ouais, ouais. ceux de ses petits confrères qui Ok. pourraient être intéressés. Mm. Je l'ai dit, j'ai pas trop de filtres, mais ce sont Mhm. des choses qui existent, hein. Ouais. On a des retours de candidats sur ce sujet. Et sur les réseaux, est-ce que tu as vu des choses qui sont faites sur... Alors, je sais, par LinkedIn, il y a du recrutement qui est fait, ça c'est clair. Là, c'est proche d'une chasse d'ailleurs, hein, parce que souvent, bah oui. Alors, tout dépend comment tu l'utilises. Oui, oui. Si tu l'utilises effectivement pour identifier des profils et les contacter via la messagerie privée, C'est de la oui, chasse, ça hein, s'apparente à de la on chasse. est bien C'est d'accord. complètement de la On chasse. est bien d'accord. Après, ça peut être aussi mettre en avant sa marque employeur, mettre en avant le fait qu'on recrute. Alors, je ne sais pas s'il y a des retours par rapport à ça. Je vois sur LinkedIn, je ne vois pas trop encore sur Instagram ou TikTok. Je ne sais pas s'il y a des choses qui sont faites, si ça commence. Alors sur TikTok, très sincèrement, alors j'y suis à titre Ouais. pro, parce que j'aime bien tester, donc de temps en temps, je vais y faire un tour pour voir ce qui se passe. J'ai quelques assureurs sur TikTok. TikTok sur le recrutement, très sincèrement, je suis pas convaincu. En revanche, Insta, même Facebook, il y a beaucoup d'assureurs qui ont des pages entreprises Ouais. sur Insta et Facebook et qui s'en servent effectivement pour recruter. D'ailleurs, on est en plein sur le sujet, tu vois, c'est pas fait exprès. Mais nos outils vont bientôt pouvoir publier les offres d'emploi de nos clients sur leur profil, Ok. Insta Ouais. et Facebook. On va Ouais. être capable de les relier directement à notre outil de publication d'offres. Et quand notre client nous missionnera, on pourra aller publier son offre d'emploi automatiquement Ok. sur son profil Facebook et Insta. Je pense que ça arrivera sur TikTok. Après, c'est aussi, on va le voir sur les profils, c'est aussi quel profil on va recruter, quelle tranche d'âge. Parce que si on se dit qu'on veut recruter sur Facebook, bah Facebook a son public qui est peut-être un peu boomer aujourd'hui. Et Instagram est peut-être sur du 30-40. Et aujourd'hui, si on veut recruter des jeunes, il faut peut-être pas être sur Facebook. Il faut peut-être être plus sur TikTok. Enfin, Je pense qu'il faut être, dans tous les cas, Ouais. quand on recrute aujourd'hui, à un moment donné, il faut être le plus visible possible. Alors, il ne faut pas être visible n'importe comment. Il faut être capable de cibler aussi par rapport au profil que l'on souhaite recruter. Mais dans tous les cas, plus il y aura de visibilité, plus tu auras des C'est clair. chances d'avoir des candidats de valeur. Parce qu'il y a un paramètre à comprendre dans le monde du recrutement, c'est le bouche-oreille, c'est la recommandation. Il y a beaucoup de recrutements qui se font par la recommandation et le bouche-oreille. Donc, quelqu'un qui n'est pas dans la cible, qui va avoir une offre d'emploi sur tel support, va peut-être en parler à quelqu'un de ses connaissances qui, lui, ne l'aura pas vu, mais la personne qui l'aura vu va lui en parler. Et ça, c'est un phénomène qui fonctionne. Publier une offre d'emploi, aujourd'hui, c'est acheter un espace publicitaire quelque part. Que tu le publies sur Facebook, sur Insta, sur LinkedIn, sur Indeed, sur peu importe le support, tu achètes un espace publicitaire. Et pour finir sur ce sujet-là, moi je trouve que la marque employeur, c'est quelque chose de très fort. J'en suis même à dire ou aller jusque-là, mais l'agence qui communique pas du tout va avoir du mal à recruter demain, même aujourd'hui. Cette marque employeur, elle est importante parce que quand on veut recruter certains profils ou on veut recruter certaines catégories de collaborateurs ou certaines tranches d'âge, ils vont aller voir sur les réseaux. Bien sûr. Ils vont aller voir sur les réseaux. C'est quoi cette agence? Quelle est cette agence? Est-ce qu'elle est présente? Est-ce qu'ils font des choses intéressantes, etc. Ou elle est complètement inexistante? Je pense que cette marque employeur doit vraiment être développée par les agences dans le but de pouvoir attirer des candidats. Oui, tu as totalement raison. Ouais. Enfin, là, pour le coup, tu prêches un convaincu. La marque employeur est beaucoup plus importante pour un employeur implanté au niveau local que pour une grande entreprise. Enfin, la marque employeur, je vais être cash, mais la marque employeur des grandes entreprises, c'est j'achète mon logo Great Place to Work et terminé. Oui. Très souvent, celles qui le font d'ailleurs, c'est qu'elles ont un souci d'attractivité ou un souci un passif avec un certain nombre de collaborateurs qui les ont quittés. Mais la marque employeur pour un assureur de proximité, c'est fondamental. Comme tu le dis, le candidat qui va postuler, et parfois avant même de postuler, il va se renseigner sur l'agence auprès de laquelle il postule. Comme il y a un autre paramètre à prendre en compte, et tout à l'heure tu en as parlé un petit peu, c'est la prise de référence. C'est très réglementé, on n'a pas le droit de prendre des références sans avoir l'autorisation écrite du candidat. D'accord. Dans le sens employeur. C'est Ok. réglementé, c'est la loi. Ah, je savais pas. Je Y a crois pas- qu'on pouvait tu ne le appeler sais le... pas. Non, je non. pensais qu'on pouvait Et appeler comme ça. même si le nom de l'employeur est sur le CV, Ouais. ça ne vaut pas autorisation pour le D'accord. contacter. Ok. Mais je connais son patron, j'ai été en formation avec lui, c'est le copain d'un copain, ça ne t'autorise pas non plus à appeler D'accord. la référence. C'est réglementé. Les candidats sont parfaitement au courant de tout ça, les employeurs un peu moins. Aujourd'hui, un candidat, quand il va postuler ou avant de donner son accord, s'il reçoit une lettre d'embauche, lui en revanche, il n'y a rien de réglementé. Il peut très bien retrouver les collaborateurs en poste chez son futur employeur, comme d'anciens collaborateurs, il les contacte sur les réseaux, et lui, il fait sa prise de référence, c'est le bonheur total. Oui, je sais bien. Voilà. Donc, c'est Ouais. d'où l'importance de la marque employeur. Ouais. Nous, très souvent, on demande, on questionne un nouveau client, on va le questionner. On va lui demander d'après lui, quelle est son image au niveau local. Si on questionne un candidat, qu'est-ce qu'il va nous dire de lui? Alors, on a parfois des retours assez intéressants. On en a qui sont conscients que
ils ont eu des problèmes récemment et que Mhm. peut-être il y aura souci, donc ils nous le disent. Et puis d'autres qui pensent qu'il n'y a absolument aucun souci. Puis on se rend compte après avoir lancé la mission que bien au contraire, ça va être compliqué. Mhm. Aujourd'hui, la marque employeur, c'est fondamental. La Mhm. présence digitale est fondamentale Mhm. pour un assureur. Et je Je suis pense qu'il y en a persuadé. beaucoup, Ouais, ouais, beaucoup qui malheureusement ne l'ont pas encore intégré. ouais, c'est clair. Alors, on va parler de profils maintenant. Là, on pourrait y rester 3 heures sur les profils. Je pense qu'on fera un autre épisode là-dessus, mais l'évolution des profils dans les agences. Là, on est quand même sur une période d'évolution très forte du métier de conseiller, du métier. Alors, on commence à parler de conseiller client d'ailleurs. J'aime bien parce qu'avant, Il était temps. on parlait d'attaché d'agence, on Mhm. parlait des espèces de mots horribles. De secrétaire, il n'y a pas De si longtemps secrétaire, encore. oui, oui, aussi. Alors, c'est pas du tout péjoratif vis-à-vis des secrétaires, mais Non, non. c'est un autre métier. Ouais, ou de collaborateurs. Enfin, pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose. Ces postes, ils sont en train d'évoluer très vite. Est-ce que tu le vois, toi, sur les profils, comment les profils évoluent aujourd'hui? Est-ce qu'on va plus sur des profils plus commerciaux? Est-ce qu'on recherche moins de techniciens aujourd'hui ou on recherche encore des techniciens? Tout va dépendre de la taille de la Mm. structure. C'est-à-dire que la structure taille moyenne, 2, 3, 4, 5 collaborateurs, ça reste des profils très très polyvalents. Ou même si tu as une appétence pour tel domaine, dans tous les cas, tu dois être capable de répondre. Alors, on ne sait jamais répondre à toutes les questions qu'un client pourrait poser. Et c'est d'ailleurs une qualité dans le métier, c'est parce qu'on ne peut pas tout savoir. Le champ est tellement vaste qu'on ne peut pas tout savoir. Mais le maître mot, c'est la polyvalence. Donc, il faut de la technicité, il faut un petit peu de commercial. On nous demande parfois des profils gestionnaires sinistres à dominante commerciale. Ouais. Ça, je Parce sais pas que- comment. C'est quand même un double salto arrière quand même. Donc, Oui, mais quand tu je sais pas si ça existe. si, D'accord. Les gestionnaires sinistres sont pour certains, et je pense qu'ils ont raison, les meilleurs techniciens. Oui. Quand tu gères un sinistre, il faut que tu maîtrises totalement le sujet. Je suis d'accord. Et Ouais. parfois, un sinistre bien géré, c'est une formidable occasion de rebondir vis-à-vis de ton client. Quand le client est satisfait de la façon dont tu as géré son sinistre, il est à ton écoute. C'est un des gros soucis dans le monde de l'assurance, c'est qu'un des rares points positifs que l'on peut ressortir de l'assurance, parce qu'on peut payer toute sa vie ses primes si on n'a jamais eu de sinistre. On a payé pour rien quelque part. Donc le moment de vérité, c'est le sinistre. Comment va être géré le sinistre? Comment je vais être indemnisé? C'est là qu'on se rend compte si le contrat était bien ficelé ou pas. Et puis surtout, c'est là qu'on va voir le niveau de son interlocuteur. Mais en même temps, alors je vois ce monde qui est en train d'évoluer avec. Alors, l'IA va automatiser pas mal de choses quand même. Je pense qu'il y aura beaucoup moins de gestion dans les agences. Je pense qu'on va se recentrer sur l'humain. C'est vraiment quelque chose auquel je crois fortement. Et se recentrer sur l'humain, alors on le voit aussi sur le réglementaire qui commence à arriver dans la fidélisation avec des obligations d'appeler ses clients tous les ans, etc. Qui est quand même quelque chose de très nouveau pour beaucoup d'agences, de dire on va faire de l'appel sortant. Là, il y a un frein qui est énorme de la part des collaborateurs la plupart du temps. C'est pour ça que je te disais, tu vois, gestionnaire sinistre, dominante commerciale, le gestionnaire sinistre, il ne voudra pas faire de l'appel sortant. Non, on est d'accord, c'est ironique. Voilà. Ouais. C'est ironique, mais ça montre quand même ça montre la polyvalence de tous les postes. Il y a toujours, quand on travaille dans une agence de proximité et qu'on est en contact avec les assurés, et c'est un de nos premiers critères quand on échange avec des candidats, il faut aimer la relation client. Tu n'aimes pas la relation client, à un moment donné, ça va vite devenir compliqué. Et qui dit relation client, il y a toujours une connotation commerciale à un moment donné, qu'elle soit volontaire ou pas. Parfois, je dis que les meilleurs vendeurs sont les meilleurs conseillers, parce qu'ils conseillent par rapport à tel ou tel point qu'ils auront vu, et ils vont réussir à vendre une assurance uniquement en échangeant et en questionnant leurs clients. Ouais, mais alors du coup, est-ce qu'aujourd'hui, un agent qui recrute un poste de conseiller, il doit se dire, est-ce que je recrute pour demain, tu vois, avec une nouvelle définition de fonction, tu vois, est-ce que je recrute pour demain avec une dominante qui va être une dominante humaine et relation client, je ne vais peut-être pas mettre commercial, mais c'est ça quand même derrière, et peut-être un peu moins technique, parce que la technique, de toute façon... elle s'apprend. Elle s'apprend, et puis elle va être donnée aujourd'hui. Est-ce qu'il faut 10 ans de pratique ou est-ce que l'IA va... Il faut bien quelques mois quand même. Après, l'impact de l'IA sur ces sujets, sur comment des conseillers novices en assurance vont être capables d'apprendre peut-être plus rapidement qu'il y a quelques années, je n'ai pas la prétention de pouvoir le dire. Dans tous les cas, ça ira plus vite que par le passé, mais il faudra quand même toujours quelques mois pour avoir un conseiller pleinement opérationnel d'un point de vue technique. La grande difficulté dans le recrutement aujourd'hui, c'est qu'à un moment donné, tu es obligé de recruter pour aujourd'hui. Oui. Alors, il faut recruter pour demain. Il faut aussi recruter pour demain, oui. Quand tu vois le turnover qu'il existe, alors je ne parle pas du secteur de l'assurance en particulier, c'est tout secteur confondu, et tu as quasiment 40% des salariés qui prennent un poste qui ne sont plus en poste à l'issue des 12 premiers mois. Dans les chiffres officiels de la DARES, on est qu'à plus de 20% à la fin de période d'essai,
et 38% à 1 an. Donc aujourd'hui, dire je recrute pour demain, c'est un sacré pari. Oui, je sais bien. Mais c'est exactement ce Parce qu'il que faut faire. ça va vite quand même, tu vois. On en parlait. Alors, tu recrutes un gestionnaire sinistre aujourd'hui. OK. Ou tu vas avoir un gestionnaire sinistre chez toi. Aujourd'hui, la gestion des sinistres est de plus en plus gérée par des plateformes, la plupart du temps, mais il y a encore des gestionnaires sinistres qui font un lien entre les clients et une plateforme, voilà, une espèce de poste comme ça. Pour moi, c'est des postes qui sont amenés à disparaître complètement. Et du coup, comment tu vas recruter, quel profil tu vas recruter, et comment tu vas pouvoir de redéfinir, mettre en place, avoir une définition de poste qui soit différente quand même. Alors, c'est l'évolution du métier, propre. Hein, oui, mais tu vois, moi, j'ai été nommé agent général début 2011, et à cette époque-là, il n'y avait plus de gestion de sinistres en agence chez AXA. C'est-à-dire que tout nouveau portefeuille, la gestion des sinistres était centralisée. Ils sont quand même revenus un peu dessus. C'est-à-dire qu'il y a des typologies de sinistres qui reviennent en gestion en agence, et je pense qu'il le faut. Parce que par rapport à une typologie de clientèle, il faut avoir la main sur le sinistre. Et puis, dans tous les cas, on continue d'entendre... et puis, il y a eu un échange sur un de tes posts, d'ailleurs, tu vois, c'est pas fait exprès, où j'ai vu ce matin un agent répondre que, oui, certes, nous n'avons plus officiellement la gestion des sinistres en agence, mais ça continue d'occuper grandement mes collaborateurs qui sont régulièrement questionnés par nos clients, nos assurés, pour savoir où en est leur sinistre. Alors après, la difficulté, c'est que si tu ne gères plus les sinistres, dans ce cas-là, c'est binaire et tu dis à tes clients, monsieur, madame, votre sinistre, merci d'appeler tel numéro. C'est compliqué quand tu as c'est ton compliqué. assuré. Et il faut qu'en face, il y ait un service. Alors là, on ne va pas parler du recrutement des plateformes de sinistres, mais on pourrait aussi en parler. Parce que je pense qu'ils ont leurs propres problématiques avec des turnovers énormes, avec des gens qui ne sont pas forcément formés. Voilà, avec des gens qui ne sont pas forcément formés à la relation client. Avec beaucoup de turnover, avec parfois pas assez de personnes d'ailleurs même sur les plateformes, avec une difficulté d'attractivité sur une plateforme de sinistre. Quand tu te fais quand tu te fais engueuler du matin au soir, les gens au bout les jeunes au bout de 3 mois ils sont partis. Donc et du coup cette relation client elle revient dans les agences. Je suis d'accord avec ça. Mais il va falloir, moi je crois fortement, alors je pense que les compagnies investissent là-dessus, mais qu'il y aura quand même des outils de suivi de sinistre qui sont à disposition des clients et qui leur permettront de savoir un peu plus de façon transparente où en est son sinistre. Mais les choses sont en train d'évoluer. C'est pour ça que je pense que l'agence de demain, alors c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais c'est le sujet de la chaîne, mais l'agence de demain sera une agence qui va faire une autre relation client. On va plus venir dans une agence pour signer un contrat, pour déclarer un sinistre, on va venir dans une agence pour faire autre chose, pour vivre une expérience, pour faire autre chose. Je suis plutôt d'accord avec toi. Ouais. Et après, du coup, ça impactera forcément les postes et les collaborateurs qui seront dans cette agence-là. Je trouve qu'on le voit pas encore véritablement aujourd'hui, on le sent. On le sent, on sent que ça va venir. Il faut l'anticiper parce que clairement, les profils de demain, ce sont soit ceux qui sont en train de finir leurs études aujourd'hui ou qui ont déjà pris leur premier poste. Et c'est un sujet passionnant parce qu'on sent clairement qu'il va y avoir une évolution. Après, c'est toujours pareil, on a du mal à voir où il faut mettre le curseur. Mais dans tous les cas, il y aura effectivement de moins en moins de gestion en agence. Et très souvent, quand on échange avec nos clients, agents, courtiers, la gestion peut servir de prétexte pour ne pas faire autre chose. Bien sûr. Et ça, tous les agents l'ont entendu. On l'entend, nous, encore régulièrement. Et c'est là, il y a une... c'est très lié à l'historique dans le métier aussi. Il y a des collaboratrices qui sont en poste depuis très longtemps, qui ont été embauchés à l'époque pour faire que de la gestion de sinistres. Il y avait des gestionnaires purs en agence. Moi, on avait une gestionnaire sinistre pure quand on a repris, et on a dû l'amener vers autre chose parce qu'on avait délégué une partie. Mais c'est compliqué parfois de faire évoluer ces profils-là. Mais c'est encore le cas. Enfin, tu vois, justement, dans ce poste, j'en parlais, mais moi, ce que je vois, c'est 80% du temps d'un conseiller, je ne parle pas d'un gestionnaire sinistre, d'un conseiller client, fait de la gestion. Oui. Et il passe 20% de son temps avec son client. Après, parler à un client. Tu vois, l'autre question à se poser, c'est de quoi a-t-il le plus envie ? Ouais. Et là, tu vois, là j'en viens à... Alors, c'est un peu brutal ce que je vais dire, mais il faudrait presque licencier la totalité de ses collaborateurs et les rembaucher le jour même avec une autre définition de poste, tu vois. Alors oui, là on est en train de travailler sur c'est quelque chose qui nous manquait jusqu'à présent, mais on n'avait pas forcément les outils pour le faire. Tout le travail de fond qu'on a fait sur notre ATS, dans notre jargon, qui est le CRM des recruteurs, aujourd'hui, on est capable d'évaluer techniquement et cognitivement et même tests de français, on est capable de faire des tests en ligne auprès de tous nos candidats, des tests en ligne chronométrés, où c'est compliqué de tricher, on peut toujours, celui qui veut tricher, il y arrivera toujours, mais là, c'est quand même compliqué.
Et ces tests nous permettent d'avoir une évaluation du candidat avant qu'il soit embauché. C'est-à-dire qu'on va être capable de dire il est bon sur ça, ça, ça. Ok. Il est moyen sur ça, ça, ça. Et là, il a tout à apprendre. Donc ça veut dire qu'à ce stade-là, on va être capable de mettre en place un plan de formation initial avant même sa prise de poste pour les 2-3 premiers mois et même à horizon 2 ans. Et tu vas être capable de détecter sa capacité à évoluer sur une compétence qu'il n'a pas aujourd'hui forcément. Tu vois, par exemple, oui, il n'est pas forcément formé sur la partie commerciale. Par contre, tu sens que dans son caractère, dans un certain nombre de choses, de typologie de son profil, il est capable d'y aller. C'est le rôle c'est là aussi que le cabinet de recrutement a sa valeur ajoutée. C'est que ça fait partie de son rôle, c'est d'évaluer ces points-là. Et là, on a un vrai rôle, nous, pour le coup, de conseiller vis-à-vis de notre client en lui disant, ce profil-là, on le voit bien évoluer vers ça. Ouais. Après, la bonne question à se poser, c'est je fais quoi pour l'amener vers ça ? Ah oui, ça, je suis d'accord. Et pour qu'un recrutement soit réussi, on ne voit pas la réussite d'un recrutement, c'est pas 2 mois après que le candidat ait pris son poste, c'est 2 ans, 3 ans, 4 ans après. Il faut qu'il soit encore là, 2, 3, 4, 5 ans après. Et la vraie réussite, c'est quand qu'on a réussi à le faire évoluer, à l'amener là où il n'était pas et là où il voulait aller, et parfois l'amener là où il n'avait pas forcément envie d'aller, mais on s'est rendu compte qu'il serait bon sur ce sujet-là. Le vrai enjeu, il est là. Mais ça, c'est la partie, accompagnement, formation. Et moi, je veux vraiment creuser ça parce que je trouve que la manière dont sont formés les collaborateurs aujourd'hui, c'est une aberration en termes d'évolution de profil. On les fait juste fuir. On les met devant des espèces d'outils de formation qui déroulent, qui regardent même pas et qui n'écoutent même pas, des e-learning où ils apprennent rien. Voilà, je trouve que on est arrivé sur une aberration de la formation. On va faire de la formation pour faire ces 15 heures DDA. Absolument. Et une fois qu'on a coché en bas, on ne va pas plus loin que ça. Il n'y a pas d'objectif. Il n'y a pas on ne se dit pas, on forme mon collaborateur, quel objectif j'ai et quel plan d'action je vais mettre en place derrière une formation pour continuer à le faire évoluer, pour le manager, pour le suivre. Donc, il y a une espèce de truc qui retombe comme ça, comme un soufflet. Je vois dans des agences, pas toutes les agences, bien entendu, il y en a qui font ça très bien. Je vois dans des agences où on me dit, je l'ai formé à l'assurance vie et bon. Et quoi ? Je sais pas, il n'en fait pas. Voilà, donc super. Donc c'est voilà. Un autre sujet sur les profils, c'est est-ce qu'il faut recruter ? Pendant longtemps, on a recruté dans l'assurance. On a recruté des gens qui avaient une expérience dans l'assurance, qui venaient de l'assurance, qui venaient d'autres agences. Une espèce on tourne un peu en rond dans certaines villes parce que les collaborateurs ils finissent par avoir fait le tour des agences. Aujourd'hui, on commence à avoir quand même beaucoup d'expériences qui se font dans d'autres domaines. On va les recruter parce que c'est difficile de recruter aussi, mais on va les recruter des commerciaux, des gens qui ont travaillé dans des agences, des gens qui ont été entrepreneurs. On va recruter dans d'autres. Tu le vois ça aussi beaucoup ? Alors on le voit, et pour être tout à fait honnête, malheureusement pas assez. Ouais. Aujourd'hui, les assureurs ont plutôt tendance à recruter des clones. Ils ont une équipe avec X collaborateurs, ils se séparent d'un des collaborateurs ou un des collaborateurs démissionne. Leur premier réflexe, ça va être de remplacer à l'identique. Et ils ne se posent même pas la question déjà le plus souvent, quand il y a une démission, ils ne se questionnent pas sur les motifs de la démission. Ça, en gros, tout le monde s'en fout. Alors que la vraie question, il faudrait faire des entretiens de départ, comme on fait des entretiens d'embauche. C'est-à-dire que chaque collaborateur qui quitte, alors c'est beau ce que je dis, c'est dans un monde idéal, des bisounours, etc. Mais il faudrait véritablement le faire, parce qu'à un moment donné, connaître les raisons du départ d'un collaborateur, ça permet peut-être de corriger quelques points pour mieux embaucher son successeur. Se poser cette question, quelle est ma part de responsabilité dans le départ d'un collaborateur ? En tant qu'employeur, qui ose la poser, cette question ? Il faudrait qu'il se la pose à soi-même déjà. Ou quand ils sont associés, ce serait bien qu'ils se la posent, qu'ils réfléchissent sur le sujet. Quelle est ma part de responsabilité dans le départ du collaborateur ? Donc, nous, on a une partie des réponses, on ne peut pas tout dire non plus, mais on échange avec beaucoup de candidats, forcément, qui, pour une grosse part d'entre eux, ils ont quitté leur précédent employeur. Et nous, on les questionne sur pourquoi. Le plus souvent, on entend... Alors, il y a le classique, je ne m'entendais pas avec mon manager, ou je ne m'entendais pas avec mes collègues. Ça, c'est le classique. Mais très souvent, on entend le poste que j'occupais n'est pas celui que j'aurais dû occuper. Ou n'est pas celui qu'on m'a vendu. Quand j'ai été embauché, on m'avait promis telle formation. Ça, c'est intéressant, des formations pour monter en compétences. Ces formations, je ne les ai jamais eues. À un moment, on se réveille, tiens, les 15 heures DDA, je prends le premier truc sur le catalogue et je le fais. Donc, l'intégration aussi. Je trouve que la période d'intégration, alors je dis... Je ne sais pas il y a des agences qui commencent à faire des livrets, des choses comme ça, mais il n'y a pas que ça. Il faut mettre de l'humain quand même. Il faut où je vois des fois le chef d'entreprise, l'agent,
il a recruté un collaborateur. 2 mois après, il n'a pas discuté avec lui. Oui. Il n'a pas fait d'entretien, il n'a rien fait. On le pose dans un endroit et puis on se dit, tiens, je ne comprends pas, il n'est pas heureux. C'est Mais du vécu. tu Nous, vois, on a beaucoup de retours de candidats qui effectivement nous le disent. Nous, on a parfois nous-mêmes, après avoir placé un candidat, on a du mal à avoir des retours du candidat que l'on a placé. On fait des points à 1 mois, 2 mois, 3 mois. On a du mal à avoir des retours parce qu'on n'arrive pas à joindre le candidat qui a pris son poste. On arrive encore moins à joindre son nouvel employeur. Et puis malheureusement, parfois, on entend « mais non, mais en fait, je vais le quitter parce que depuis que je suis arrivé, je suis derrière mon poste de travail et j'ai personne. » Cette période d'intégration, J'ai personne pour très m'accompagner. importante, quoi. Il y a souvent des sujets. Alors, il y a le rôle de l'employeur et il y a le rôle de l'employeur donc vis-à-vis du nouveau collaborateur et il y a le rôle de l'employeur vis-à-vis du reste de son équipe, vis-à-vis du nouveau collaborateur. C'est-à-dire qu'on entend malheureusement trop souvent des candidats qui viennent de prendre leur poste nous dire « je n'arrive pas à m'intégrer dans l'équipe parce que j'ai le sentiment que l'équipe n'a pas envie que je m'intègre ». Et là, c'est un vrai sujet de management pour le coup. Oui, c'est clair. Ouais. Voilà, il y a des collaborateurs qui quittent leur poste aussi parce qu'il y a quelqu'un dans l'agence qui est là depuis très longtemps et qui a toujours peur de la nouveauté. C'est-à-dire que le nouveau collaborateur qui arrive, c'est l'ennemi. Oui. Et ça aussi, c'est un vrai rôle de management. Ouais, c'est à c'est l'agent de jouer son rôle de manager et à un moment donné, de mettre les choses à plat et d'expliquer. Une intégration réussie, c'est aussi du management, quoi. Ça, c'est clair. C'est beaucoup du management. Beaucoup du management. Ouais. On va parler de génération parce que il y a eu. On en avait parlé, il y a eu cette période où les employeurs voulaient plutôt des jeunes et se disaient c'est bon, tous les boomers ils vont partir, on va les laisser partir. C'est pas péjoratif quand je dis boomer parce que j'en fais partie, mais on va les laisser partir et on va prendre que des jeunes. Et puis là, on a un retour là sur ces nouvelles générations qui sont en train d'arriver sur le marché de l'emploi où les employeurs disent « Ah non, mais je veux plus de jeunes, c'est fini, je veux plus de jeunes, c'est terminé ». Et il y a pas mal de retours dans pas mal de domaines d'ailleurs sur cette difficulté d'employer les jeunes générations aujourd'hui où c'est difficile de les comprendre, c'est difficile de les attirer, de les retenir. À 17h59, ils ont déjà plié tout, ils sont déjà partis parce qu'ils ont une autre relation au travail qu'on pouvait avoir peut-être des anciennes générations. Dis-moi un peu ce que tu vois de ça, des générations Y et puis surtout des Z qui sont en train d'arriver. Là, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Alors, très clairement, c'est compliqué, je ne vais pas dire le contraire. Pour moi, les principaux responsables sont les écoles. Qui survendent. Et j'insiste sur le mot survendre. Elles survendent des fonctions, elles survendent surtout des salaires à la sortie. C'est devenu du business. Alors, c'est pas propre à l'assurance, c'est propre à tous les secteurs d'activité. Donc, à un moment donné, les dés sont pipés dès le départ. C'est-à-dire que l'étudiant, en sortie d'études, de toute façon, il s'attend à quelque chose qui le plus souvent n'existe pas. Donc, tu as déjà une frustration à ce niveau-là. Nous, on en voit sur Paris, ils sortent de licence en assurance, ils vont nous demander du 35-40 000 de fixe. C'est des niveaux de salaire qu'on atteint après quelques années d'expérience. Pour eux, c'est le salaire, je ne débuterai pas en deçà de ce niveau de salaire. Donc ça, c'est le sujet rémunération. Puis il y a le sujet qui est peut-être encore un peu plus gênant, c'est que quand ils arrivent, ils ont un petit peu trop tendance parfois à en savoir plus et mieux que ceux qui sont là depuis des années. Alors ça, c'est peut-être un biais qui traverse toutes les générations. Peut-être que nous, on disait la même chose déjà. Oui, je pense quand même. C'est peut-être plus marqué aujourd'hui parce que tout va plus vite, mais on a quand même, on a très très régulièrement la remarque à ce niveau-là. Les problèmes à l'embauche, le chômage des jeunes augmente de nouveau. À un moment donné, il faut peut-être remettre un peu les pieds sur terre, avoir un peu de bon sens, et puis arrêter de dire « je n'accepterai pas de travailler en deçà de tel niveau de salaire ». Il faut commencer dans la vie active. Oui, mais il y a une problématique d'attractivité de l'emploi et du rapport... Alors, là, c'est peut-être plus sociétal d'ailleurs, mais de rapport au travail, tu vois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des jeunes, ils ne veulent pas travailler 39 heures ou 40 heures, ils ne veulent pas travailler toute la semaine derrière un bureau pour gagner 1 500 euros, quoi, ou 1 800 euros. Ouais, pour gagner ça, oui. En milieu urbain, pour gagner 1 500 euros, effectivement, je pense qu'il y a plus grand monde qui non, mais même motivé. 2000, tu vois. Oui. Alors, on parle souvent de la quête de sens, sens, donc j'ai du sens, que je trouve du sens dans mon travail. C'est vrai, il n'y a pas que ça. Tu peux avoir toute la quête de sens du monde, s'il n'y a pas la rémunération qui va au bout, d'accord. ça ne durera pas longtemps. Il y a la quête de sens, et puis il y a un autre sujet qui est vraiment la proximité domicile-travail. On se rend compte au fil du temps que le temps de trajet domicile-travail doit être véritablement le plus court possible pour que la relation soit pérenne entre le collaborateur et son employeur. Et à ça, tu peux ajouter le sujet télétravail, qui est un vrai sujet dans le monde de l'assurance. Je vais faire du binaire. Le télétravail, ça existe dans les compagnies, chez les grossistes, dans les grosses structures. Il y en a très très peu dans les réseaux de proximité. On commence à le voir. Moi, je commence à le voir chez des agents. Parce qu'ils ont du mal à recruter. Il y en a très peu. En fait, ils ont du mal à recruter si
s'ils n'offrent pas, des fois, une journée de télétravail. C'est-à-dire que tu dois le voir dans les annonces, tu dois le voir dans les recrutements que vous faites. Il y a des candidats qui arrivent, ils disent, si j'ai pas un jour de télétravail par semaine, si j'ai pas mon vendredi en télétravail, je ne viens pas. Oui, nous on l'a. On a des cas, comme on en a, qui nous disent... moi, je veux télétravailler, avant même de nous dire ce qu'ils ont envie de faire comme métier. Donc, le télétravail, c'est un vrai sujet. Effectivement, on commence à voir des agents, des courtiers qui le proposent, mais c'est quand même relativement récent, alors que le télétravail a explosé avec le Covid en 2020. Et on est quand même sur un retour en arrière un peu du télétravail aujourd'hui, quand même. Ouais, mais je pense qu'il y a un bon équilibre à trouver. Je pense qu'un jour de télétravail par semaine dans beaucoup de structures, c'est compliqué quand tu as que 2 salariés. Parce que, c'est clair. voilà, mais dès lors que tu as un certain nombre de salariés, à partir de 5, 6, 7, mettre en place un jour de télétravail par semaine, c'est pas si compliqué que ça. Il y a des outils aujourd'hui qui permettent de travailler de n'importe où. Bon, après, il y a toujours le sujet de la sécurisation des outils informatiques avec les compagnies, mais ça devient quand même... puis il y a le sujet de la relation client, parce que c'est quand même... Alors, ça dépend quel poste tu as. Alors, c'est pour ça, dans les plus grosses agences, c'est plus facile. Si tu es sur un poste de back-office ou de gestion, des choses comme ça, tu peux avoir une journée en télétravail. Sur le poste de relation client, ça devient plus compliqué quand même. Parce que... Oui et non, parce que tu as des commerciaux sédentaires qui font de la vente par téléphone, et puis il y en a qui le font très bien, qui ne le font pas agressivement, qui sont en full télétravail. Donc, c'est faisable. Et aujourd'hui, on parle d'attractivité. C'est un des points qui fait qu'il y a un souci d'attractivité dans les réseaux de distribution, c'est qu'il y a peu ou pas de télétravail. Et c'est un vrai frein, et pas que pour les nouvelles générations. Parce que les boomers, même, un petit peu de télétravail, ça plaît beaucoup. Oui. Et je pense qu'il y a un véritable équilibre à trouver à ce niveau-là. Est-ce qu'un... Alors, sujet de télétravail, je pense que je ferai aussi un épisode sur le télétravail, parce que je pense que c'est intéressant de creuser ça. Je le vois de plus en plus quand même. Je le vois de plus en plus, mais dans plutôt des structures au-delà de 10 quand même. Voilà. C'est ça. Après, quand tu as 2-3 collaborateurs, ça me paraît compliqué. Ça va être obligé à fermer ton agence à un certain moment. Donc voilà, ça me paraît compliqué. Est-ce que dans vos critères de recrutement, une compétence ou une maîtrise de l'IA ou une maîtrise de l'outil d'IA, est-ce que c'est des critères qui commencent à arriver, ça ? Est-ce que ça va être demain quelque chose qui va être important ? Tu vois, quelqu'un qui est capable qui sait déjà se servir de l'IA dans la gestion de ses mails, qui sait déjà être beaucoup plus productif en fait. Alors aujourd'hui, on le ressent pas plus que ça. Okay. On voit les prémices, on sait, on sent qu'il va falloir à un moment donné que ça devienne un vrai sujet. Ce serait bien que ça le soit d'ailleurs aujourd'hui. En fait, il y a beaucoup d'IA qui est utilisée, mais sans qu'on s'en rende forcément compte. On parle des mails, l'envoi de mails aujourd'hui, je pense qu'il y a des collaborateurs qui l'utilisent sans forcément savoir véritablement que c'est de l'IA derrière dont ils se servent. Donc ça va devenir indispensable. Le monde de l'assurance est particulier parce que tous les outils sont quand même, très souvent, c'est géré par la mandante, par la compagnie, même quand on est courtier, tu vas utiliser des outils informatiques. Il y a beaucoup de sécurisation, tu peux pas te servir de n'importe quoi. Donc il va falloir, ça commence, mais il y a encore du boulot. Comment donner envie pour un employeur ? Comment donner envie de venir travailler chez soi, chez lui, pour un employeur ? Alors on arrive sur l'attractivité, parce que parce que l'attractivité du métier de conseiller en agence, comme du conseiller bancaire, je pense que les banques ont aussi cette problématique-là aujourd'hui, c'est d'attirer les profils aujourd'hui. Est-ce que tu sens une difficulté d'attirer les profils sur ce métier-là de plus en plus ? Ou est-ce qu'on est toujours sur la même difficulté ? Et puis, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour attirer, du coup ? L'attractivité. Le sujet. Le sujet, on est en plein dedans, puisqu'on recrute pour les assureurs. C'est un sujet, c'est un peu l'Arlésienne, c'est-à-dire qu'on en parle tout le temps, mais il ne se passe jamais rien. Mais vraiment, c'est-à-dire que où que tu ailles, j'ai fait plusieurs réunions récemment avec des gens dans tout le secteur de l'assurance. On était partenaires des talents de l'assurance. On a eu l'occasion de côtoyer des gens qui travaillent en compagnie, dans des mutuelles, dans des grosses structures. J'interviens dans une association qui me permet aussi de rencontrer des gens qui travaillent dans ces grosses structures. C'est d'ailleurs intéressant parce que l'attractivité, c'est totalement différent dans ces grosses structures. J'étais récemment à une soirée, il y avait le président d'un des plus grands assureurs français qui disait « Mais nous n'avons aucun problème d'attractivité. Nos salariés sont très heureux, on les paye bien, il y a plein d'avantages. » Et quand il disait ça, il parlait pour l'ensemble de l'assurance. Je me retenais de lui dire « Oh !» C'est pas le cas partout dans le secteur de l'assurance. Il y a 2 mondes, et quand je dis 2, il y en a peut-être 3, mais il y a au moins 2 mondes. Il y a effectivement le monde des compagnies, je jette pas la pierre sur ceux qui y travaillent, il n'y a pas de sujet, mais les salaires sont plus élevés, il y a beaucoup plus d'avantages, il y a beaucoup plus de télétravail. Et puis il y a le monde des réseaux de distribution, des agents généraux, des courtiers, où là effectivement, l'attractivité est un vrai sujet.
Alors c'est un vrai sujet parce que déjà, il y a peu de gens qui savent véritablement ce qu'est un agent général ou un courtier. On a interrogé récemment des gens qui travaillent dans l'assurance depuis longtemps sur ce qu'était un agent général. Je ne dirai pas ici les réponses qu'on a entendues. Ça fait peur. C'est-à-dire qu'il y a une méconnaissance du métier de l'agent général et encore plus de ses collaborateurs. Il y a une méconnaissance aussi du statut. L'agent général est à son compte, c'est un chef d'entreprise, c'est pas un salarié de l'agence, de la compagnie. Son salarié n'est pas le salarié de la mandante, c'est son salarié à lui. Il y a des gens dans le microcosme de l'assurance qui ne savent pas tout ça, donc tu imagines à l'extérieur. Donc il y a un vrai problème de pédagogie, c'est vrai pour les agents généraux, c'est vrai aussi pour les courtiers. Donc l'attractivité, ça commence par de la pédagogie. Il n'y a quasiment aucune pédagogie. Aujourd'hui, ceux qui rentrent dans l'assurance sont soit ceux qui, à un certain âge, y tombent par hasard, soit ceux qui rentrent pendant leurs études dans la filière assurantielle. Et là, il y a un souci de cohérence entre les profils et les besoins qu'ont les agents ou les courtiers de proximité qui cherchent des profils relations clients avec connotation commerciale. Ce ne sont pas les profils que tu trouves le plus quand tu te promènes dans les couloirs de l'IFPAS, de l'ENAS ou de l'ESA. Oui, On va avoir des profils plus juridiques, plus techniques, que très souvent tu vas retrouver dans les compagnies. Oui, c'est plus des profils compagnies. Voilà, mais ce sont eux qui ont la base technique du métier, des compétences assurantielles. Donc l'attractivité est un vrai sujet, c'est notre sujet, on y travaille depuis beaucoup. On est trop petit en tant que cabinet pour dire on va avoir la prétention d'attirer tout le monde, mais à un moment donné, on annonce des partenariats prochainement qui vont nous permettre justement d'essayer d'attirer plus de profils qui ne sont pas expérimentés, qui n'ont pas été formés à l'assurance, qui ont eu une première vie professionnelle et qui sont intéressés pour venir travailler dans le secteur de l'assurance. Et là, on va être capable de les identifier, de les évaluer, de leur dire, vu ton profil, tu es plus fait pour aller travailler dans tel type de structure, ou toi, je te vois bien chez un de nos clients agents ou courtiers. Et là, on sera capable de le former. Bon, il y a beaucoup de choses qui sont... Je vois des agences quand même qui sont assez en avance. Alors j'ai un regard un peu biaisé parce que je travaille plutôt avec des agences qui bougent aussi. Voilà. Mais je vois des choses qui sont faites quand même parce qu'il y a des possibilités de faire des comités d'entreprise. Il y a des applications pour ça qui permettent d'offrir des comités d'entreprise aux collaborateurs. Il y a quand même pas mal de choses qui sont faites sur des tickets resto, sur des avantages, sur la prime Macron. Enfin, il y a des agences qui font beaucoup de choses quand même pour leurs collaborateurs, avec des salles de repos, avec des cuisines, etc. Et puis à l'inverse du spectre, voilà, il y a un salaire fixe et qui ne bouge pas pendant 40 ans. Donc voilà. Donc là, ça va être compliqué pour certaines agences de pouvoir aborder le futur là-dessus. Mais ces agences-là, nous, on ne les connaît pas ou très peu parce qu'en fait, elles ne font pas appel à nous. Nos clients en tant que cabinet de recrutement sont ceux qui déjà ont eu la démarche à un moment donné de se dire je veux me faire accompagner sur mon recrutement. Donc ça veut dire qu'ils sont prêts à payer déjà, pour être clair, pour se faire accompagner. Et puis ils vont être à l'écoute de ce que leur dit le cabinet de recrutement. On a parfois des clients qui nous décrivent le package, ce qu'ils proposent pour le futur salarié. Notre premier rôle, c'est de leur dire oulala, mais c'est à côté de la plaque. Et puis arrêter de mettre la mutuelle comme avantage, c'est juste une obligation. Enfin, il y a des choses. Oui, il y a les avantages aujourd'hui qui sont. Il y a l'avantage de fait et les vrais avantages que tu vas mettre en avant. Et puis, tu as le vrai sujet de la marque employeur. Un nouveau client, on le questionne sur son image de sa propre marque employeur. Donc, nous, on a une vision tronquée, en fait. Mais je regardais des petites vidéos rigolotes sur les nouvelles générations qui arrivent sur le marché, justement, où l'employeur disait en avant, il y a un comité d'entreprise, il y a des tickets resto, et le jeune, il disait, oui, mais ça, c'est pas un avantage, quoi. Enfin, c'est normal. Tu vois, on en est là aujourd'hui, c'est normal. Tu vois, c'est pas un avantage. Vous ne le mettez pas comme avantage, en fait. Mais qu'est-ce que vous m'offrez comme perspective d'évolution le vrai sujet, il est plus là. Ouais. De toute façon, un recrutement qui se joue sur la liste des avantages, c'est pas un bon recrutement. C'est quand un candidat commence à trop questionner sur les avantages dont il pourra bénéficier. Alors, je dis pas qu'il faut pas que ce sont pas des bonnes questions à poser, mais il faut pas que ce soit le seul sujet. Un candidat qui va questionner sur ses possibilités d'évolution à moyen long terme, c'est déjà, ça veut dire qu'il s'engage, qu'il se voit rester dans la structure. Voilà, il y a les vrais et faux avantages. Les vraies questions à se poser, c'est au moment de l'embauche, c'est quel est mon projet et où je veux amener mon futur collaborateur avec moi. Exactement. Une question, je ne sais pas si tu vas répondre à cette question-là. Combien vaut un collaborateur aujourd'hui ? On a des stats. Ouais, je me doute. On a des stats. Alors, on va parler d'un conseiller client, parce qu'après, il y a conseiller client, il y a commercial, il y a des postes qui sont différents, mais sur un conseiller client. Et puis, il y a Paris, il y a quoi ? Il y a Paris, les grandes villes, et puis la province. Il y a Paris, première couronne. Après, le reste de l'Île-de-France, les grandes métropoles, on va dire que c'est à peu près ISO. Et puis, les villes de taille moyenne de province. Clairement, aujourd'hui, il y a
la grille de la convention collective des agents généraux qui existe avec Mm. des minima. On va dire que les minima sur les classes 1 à 2, pourquoi pas, sont des profils quasi débutants. À partir de la classe 3, ils sont en deçà du marché. Et le problème, c'est que ça tire le marché vers le bas. Donc aujourd'hui, il y a un phénomène, et nous on le voit bien, et trop souvent, malheureusement, on entend des candidats nous dire mais c'est sous-payé. C'est vrai et faux à la fois. C'est une réponse complètement idiote, ce que je dis. Mais il y a quand même beaucoup d'assureurs qui en ont conscience et on a vu sur les dernières années qui ont remis les rémunérations au niveau du marché actuel. Ce qui est très compliqué parce que quand tu as 4 salariés et que tes 4 salariés sont là depuis des années, Ah oui, il faut ont essayer été d'aligner. embauchés à un niveau de Ouais, salaire, c'est on va dire, d'avant 2020, peut-être un petit peu bas. Quand il faut les réajuster, tu réajustes l'ensemble et puis sur ton compte d'exploitation, ils le sont passés. Donc, on est conscient de ces enjeux-là. Maintenant, la difficulté, c'est quand tu as des salariés qui sont en poste depuis longtemps, que tu dois recruter, que tu n'as pas recruté depuis plus de 5 ans, 6 ans, le marché de l'emploi a évolué et il se situe 20% minimum au-dessus de là où il était avant 2020. Donc, si tu dois recruter un nouveau collaborateur profil ISO par rapport à ton équipe, tu es 20% au-dessus. Alors, donne-moi des grilles un peu. Donne-moi un peu des... Non, les grilles, nous, aujourd'hui, en toute transparence, un profil avec 3 à 5 ans d'expérience, quel que soit le lieu, à moins de 30-35, ça n'existe plus. Alors si, malheureusement, ça existe, il y en a beaucoup. Oui, brut. D'accord. Il y en a beaucoup qui sont en poste et qui atteignent pas ces niveaux de salaire-là. On est contacté régulièrement. Mais aujourd'hui, c'est la rémunération raisonnable de base pour un profil qui a 3 ou 5 ans d'expérience dans le métier. Le problème, c'est que malheureusement, on voit beaucoup trop souvent, et puis parfois j'ai la surprise de le découvrir chez nos clients, où je vois des offres ça me fait hérisser les poils, et puis j'interviens quand c'est comme ça, où les salaires proposés sont trop bas. Il y a un vrai sujet économique, parfois certains ne peuvent pas proposer plus, mais quand on ne peut pas proposer plus, on ne demande pas un niveau qui ne correspond pas à la grille de salaire. Quand on ne peut pas mettre plus de temps, on recrute un débutant et on prend le risque de le former. Aujourd'hui, sur Paris intramuros, tu trouves... On est à 35, non ? À 35-40. Ouais, c'est ça. Un bon profil un peu expérimenté sur Paris. Et en rural, on va être en 28-32. 28-32, exactement, c'est ça la fourchette. C'est ce que je vois à peu près. Et malheureusement, alors après, c'est l'histoire qui fait ça aussi, puis on ne peut pas tout changer d'un coup de baguette magique, et puis à un moment donné, il y a les comptes d'exploitation quand même. Et quand tu parles de compte d'exploitation, on va terminer là-dessus, mais quand tu parles de compte d'exploitation, c'est aussi de se dire, est-ce qu'avec l'IA, avec les outils qui vont nous permettre d'automatiser un certain nombre de tâches, est-ce qu'il ne faudra pas moins de monde dans les agences, ou le même nombre, mais payer plus, enfin avec plus de compétences et payer plus. Le même nombre qui généreront plus de valeur et donc payer plus. Parce qu'à un moment donné, il faut partager un petit peu. Parce qu'il y a encore trop trop qui ne proposent pas de variables. Donc, c'est quand même bien de partager quand le collaborateur a un impact sur le développement. Effectivement, alors nous, c'est souvent un constat que l'on fait quand on nous contacte. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, notre client cherche un clone. Il ne se pose pas la question de... J'ai un départ dans mon équipe, qu'il soit volontaire ou pas. Il faut profiter de ce moment-là pour se poser les bonnes questions. Est-ce que j'ai besoin de véritablement le remplacer par un temps complet, par un mi-temps ? Il y a peut-être des tâches qui étaient réalisées par ce collaborateur que je vais pouvoir traiter plus rapidement en intégrant un peu d'IA. Et plutôt que d'embaucher un profil back-office pour remplacer mon profil back-office qui s'en va, est-ce que la bonne solution, ce ne serait pas de faire traiter le back-office par des outils et de recruter un collaborateur à vocation un peu plus commerciale pour aller chercher du business ? Et malheureusement, je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui s'interrogent comme ça. Après, je ne dis pas, c'est nous les premiers en tant que cabinet de recrutement, si on a un départ, on va chercher un clone. C'est le réflexe. Je suis d'accord. Donc là aussi, il y a beaucoup de pédagogie, il faut en parler, c'est très bien. Toi, ces échanges, là, c'est très bien parce qu'il faut parler de ces sujets qui ne sont pas suffisamment évoqués dans le métier. Très clairement. Ouais, tu vois, ne serait-ce que de montant de salaire, personne n'en parle. Personne n'en parle parce qu'à un moment donné, il faut se cacher, il ne faut pas que ça se sache. Mais il ne faut pas être dupe. Les collaborateurs, quand ils se retrouvent dans des réunions de collaborateurs, c'est un des premiers sujets. Tu gagnes combien ? Il y a des agents qui, c'est pour ça qu'il y a des agents qui ne veulent pas, bien sûr, qui ne veulent pas que leurs collaborateurs aillent en réunion. Donc à un moment donné, il y a une directive qui, je crois que ça va être décalé, mais ce qui devait passer au 7 juin pour imposer d'annoncer les salaires sur les offres d'emploi, puis la transparence des salaires, directive européenne, a priori ce serait décalé, mais ça va arriver, qu'à un moment donné, il va falloir un peu plus de transparence. Moi, j'ai mal au cœur, ça me fait mal au cœur quand j'ai un collab qui me contacte en me disant je suis en poste depuis 10 ans, je suis à 24 000 de fixe. Ça me fait mal au cœur, mais j'en ai vu en dessous de ça même, ça me fait mal au cœur, avec 40 ans d'ancienneté. Et où vit-on ? Je dis des fois, Donc voilà, bon, il y a encore des choses à faire, mais tant mieux. Bon, merci à
à toi. Merci pour cet échange. C'était un plaisir. Si on veut te retrouver, si on veut travailler avec toi, comment on fait ? On te retrouve où ? On t'écrit où ? Il faut venir à Cruzy-de-Châtel dans Lyon. Même moi, je ne sais On pas me où trouve c'est. à côté de Même moi, je sais pas où mes c'est. poules que je Ouais. nourris le matin. Non, sur notre LinkedIn, site, sur, sur LinkedIn où ouais, on ok. communique beaucoup. Très bien. Véronique Ouais. et moi. Et puis sur notre site, génial. relaisassure.fr et assureemploi.fr. Génial. Merci à toi. Merci. Merci à toi. Et puis, si vous voulez continuer à nous suivre, abonnez-vous. Abonnez-vous. Et puis, vous pouvez nous retrouver sur la chaîne et puis nous retrouver aussi en audio sur votre plateforme de podcast, sur Spotify, sur Apple Podcast, sur Amazon Podcast. Voilà, vous pourrez retrouver cet échange. Et puis, merci. Puis à bientôt pour un nouvel épisode. À bientôt. Merci. Merci d'être resté jusqu'au bout. Pensez à vous abonner. On revient dans 15 jours avec un nouvel épisode, Le futur de l'agence. À bientôt!